Bonjour, donc Marianne Lefebvre, enseignante chercheuse en économie à l'Université d'Angers, donc chercheuse au GRANEM, le laboratoire d'économie et gestion de l'Université d'Angers. Je travaille essentiellement en économie agricole avec les méthodes de l'économie expérimentale et ceci au service de l'évaluation des politiques publiques. Dans le cadre du projet Behave, j'ai eu la chance de collaborer avec Pauline Pédéour. Oui, bonjour à tous. Pauline Pédéour, je suis enseignante-chercheuse en économie également au sein de l'Université d'Angers et membre du laboratoire GRANEM également. Je travaille davantage sur tout ce qui est économie environnementale, économie des ressources naturelles et j'ai eu la chance d'être employée comme post-doctorante sur le projet Behave durant une année pleine. Alors il y a eu plusieurs aspects de ce projet qui ont suscité mon intérêt. Tout d'abord l'approche méthodologique qui était engagée avec notamment des techniques d'expérimentation et d'économie comportementale très intéressantes et au final assez récentes au regard de notre discipline, l'économie. Donc ça c'était un premier aspect. Il y a eu aussi un deuxième aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est le lien avec les acteurs. Et comme Marianne l'a spécifié, on a été au sein de ce projet Behave en lien avec de très nombreux acteurs, que ce soit des acteurs régionaux, des acteurs nationaux, mais on est également sur une recherche qui a une portée internationale, donc vraiment ce lien avec ces acteurs de terrain, d'être au cœur des applications. Et enfin, je dirais que la thématique m'a semblé assez centrale, puisqu'après une thèse sur la gestion de la ressource en eau en région Pays de la Loire, ces deux thématiques pesticides et eau semblaient s'imposer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture est la principale consommatrice de ressources en eau. En France, on est environ à 60% de la consommation, seulement 10% des prélèvements. Et concernant les pesticides, et notamment l'exemple de la vigne, aujourd'hui, il représente 20 à 30% de l'utilisation de pesticides pour seulement 3% de la surface cultivée. Donc on est sur des enjeux quand même centraux aujourd'hui et qui méritent de s'y pencher. Alors, dans le projet Behave part du constat qu'aujourd'hui, l'impact sur l'environnement des pratiques agricoles est reconnu. Donc ça, c'est le diagnostic, si vous voulez. La thérapeutique, elle est aussi connue. On a des agronomes, des écologues, des hydrologues qui travaillent notamment sur les deux problématiques qui nous intéressent, qui sont la réduction des pesticides et la gestion quantitative de l'eau, et qui ont élaboré un ensemble de bonnes pratiques, qui ont mis en place des dispositifs techniques qui serait souhaitable d'être adopté très largement par les agriculteurs. Mais comment faire accepter ce traitement, si on continue de filer la métaphore médicale, ça c'est plus complexe. Et les sciences humaines et sociales ont toute leur place pour comprendre ces thématiques d'acceptabilité et de réception de l'action publique, comme disent les politistes. Donc à partir du moment où l'argent public est mis sur la table, on veut savoir est-ce que dans le cadre de programmes volontaires, des agriculteurs vont se porter volontaires pour rentrer dans ce genre de programme incitatif. Et si oui, quel impact ça aura? Et ensuite mettre ça au regard des euros d'argent public qui sont investis dans ces programmes. Alors, déjà, c'est un projet qui est financé par la région Pays de Loire. Et c'était important pour moi, donc je suis arrivée en 2015 à l'Université d'Angers après un parcours dans le sud de la France et en Espagne. Donc c'était important pour moi de relocaliser mes recherches et de travailler avec des acteurs socio-économiques des Pays de Loire. Et le fait d'avoir un financement régional, finalement, aide aussi à rentrer en contact avec ces acteurs. Donc, dans les deux principaux volets du programme Behave, on a d'une part travaillé sur la gestion de l'eau avec la Chambre d'agriculture des Pays de Loire et une entreprise privée qui fait des solutions numériques pour la gestion de l'eau qui s'appelle Aquasis, et ainsi qu'avec le pôle de compétitivité Végépolis Vallée. Dans le cadre du volet pesticides, là, on avait une ambition plus nationale et on s'est associé avec des chercheurs de l'Université de Bordeaux, de l'INRAE, qui avait déjà un programme, qui était déjà inséré dans un programme ambitieux qui s'appelle Viti-Rêve en Nouvelle-Aquitaine. Et ce qu'on a proposé, c'est nos services, nos méthodes pour évaluer l'acceptabilité et l'impact d'un dispositif innovant, qu'on appelle Assurance Verte, on pourra en reparler tout à l'heure, qui était développé à petite échelle en Pays de Loire. Et nous, ce qu'on a fait, c'est de voir si on change d'échelle, si on offre ce genre de dispositif organisationnel à l'échelle nationale, qu'est-ce qui se passe, qui est volontaire pour s'engager dans un tel dispositif. Dans le programme Behave, on a un fonctionnement en 3 étapes. La première étape consiste à faire un diagnostic de qu'est-ce qui est en jeu dans les facteurs qui entraînent la décision d'un agriculteur de s'engager dans un changement de pratique.
Et en tant qu'économiste et intéressé par les approches comportementales en économie, on voit qu'il y a un certain nombre de facteurs cognitifs, qui étudient aussi la psychologie sociale, qui peuvent être des freins ou au contraire des leviers au changement de pratique. Par exemple, les préférences vis-à-vis du risque, le fait et c'est tout légitime, de mettre en œuvre des dispositifs pour limiter les pertes de rendement, par exemple en viticulture, quand on a des maladies. Et donc là, la version au risque a un rôle clé. Donc une fois qu'on a mis en avant cet aspect dans le processus de décision d'un agriculteur, on peut essayer de concevoir des programmes incitatifs qui prennent ça en compte. Aujourd'hui, donc ça c'est la deuxième étape de nos recherches, c'est concevoir des dispositifs innovants qui vont plus loin que ce qui est actuellement proposé dans la boîte à outils des politiques publiques de la transition agroécologique. Et troisièmement, on cherche à évaluer quelle serait l'acceptabilité et l'impact de ces solutions. Et donc pour ça, on passe par l'expérimentation. Souvent, dans les thématiques agricoles, on a des projets qui sont menés par des agronomes ou des sciences expérimentales au sens plus large, et on a un work package pour les sciences humaines et sociales, notamment pour étudier ces questions d'acceptabilité. Là, l'idée avec le projet Behave, c'était de mettre au cœur les SHS et d'aller plus loin que les études d'acceptabilité, mais aussi de poser la question quel dispositif on conçoit. On n'est pas juste là pour faire accepter des dispositifs techniques, mais il y a aussi des dispositifs organisationnels, des modalités d'incitation économique qui peuvent, qui doivent être conçus par des spécialistes de ces questions, que sont notamment les économistes. Alors effectivement, au départ, le projet a été monté avec deux axes qui semblaient tout à fait indépendants. Le premier sur la réduction des pesticides, et très vite on a décidé de travailler sur le cas de la viticulture, et là avec l'ambition d'une enquête à l'échelle nationale. Et ensuite un axe haut, plus basé sur un cas d'étude en Pays de Loire, avec des partenaires différents que j'ai déjà cités tout à l'heure. Et finalement, on s'est rendu compte en cours de projet que dans les deux cas, on évaluait des choses très similaires, c'est-à-dire le couplage entre un dispositif technique basé sur un outil de la décision, dans un cas pour réduire les fongicides, dans l'autre pour réduire les prélèvements en eau. Et donc ce dispositif technique couplé à un dispositif incitatif pour la viticulture, une assurance verte qui sécurise le changement de pratique, et pour l'eau, une incitation sous forme d'accès à l'eau. Et donc on leur a proposé un dispositif qui consistait à installer en fait sur les exploitations un compteur connecté qui retranscrit en temps réel leurs données d'irrigation auprès de la Chambre d'agriculture notamment et d'autres institutions. Et donc, ce qu'on montre à travers cette enquête, c'est qu'il y a un vrai désir d'évolution des pratiques parce qu'ils se rendent compte qu'on est face à un enjeu qui va être de plus en plus important pour eux. Ils sont sujets à de nombreuses sécheresses estivales, typiquement. Ils ont beaucoup d'arrêtés sécheresse, des périodes de crise, des périodes de vigilance, ce qui peut compromettre leur culture et leur rendement in fine. Et donc, ils sont vraiment ouverts aux nouvelles pratiques qu'ils pourraient mettre en place par rapport à tout ça. Néanmoins, on a quelques réticences, notamment d'un point de vue technique. Ils ont du mal à adopter de nouvelles technologies, ce qui peut s'entendre puisque ça change un petit peu tout leur modèle d'exploitation. Ils ont également peur de partager les données, données d'irrigation, leurs pratiques culturelles, etc. Donc, tous ces aspects-là sont également importants à prendre en compte, et on s'attendait un petit peu à avoir certaines réticences, et le fait d'avoir des partenaires de terrain bien installés, notamment avec la Chambre d'agriculture et avec cette entreprise Aquasis, nous a permis d'avoir une clé d'entrée à ce terrain et in fine la confiance de beaucoup d'agriculteurs pour répondre à cette enquête. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui une boîte à outils incitative à la réduction des pesticides qui est déjà très développée. Et donc nous, on arrive avec nouvelles propositions. Et pour les viticulteurs, il est légitime de se demander dans quelle mesure ça va s'ajouter ou est-ce que ça va se substituer à ce qu'ils connaissent déjà. Donc beaucoup d'interrogations. Aussi beaucoup d'interrogations sur est-ce qu'un assureur va bien vouloir prendre ça en charge. Et alors justement, nous, le montage de notre enquête a consisté d'une part à aller discuter en face à face avec des viticulteurs. On les a notamment rencontrés lors du CIVAL, un salon qui a lieu à Angers, et d'autre part de travailler avec des assureurs, avec des courtiers en assurance,
avec des conseillers gestion du risque, pour que notre proposition de dispositif d'assurance soit considérée comme crédible par les viticulteurs auprès de qui on a ensuite administré l'enquête. Ce qu'on montre dans cette enquête, c'est que globalement, les viticulteurs sont en majorité intéressés, entre 48 et 60% déclarent dans cette enquête être intéressés. Alors on est sur une enquête hypothétique, on ne leur demande pas de signer le contrat à la fin de l'enquête, mais c'est quand même des résultats encourageants, d'autant plus qu'on a fait l'enquête dans un contexte où il y avait un climat assez agité autour de l'assurance multirisque. Alors là, on est sur un autre type d'assurance qui couvre le risque sanitaire et non pas le risque climatique, mais on aurait pu penser que dans ce contexte un peu de fronde contre l'assurance multirisque climatique, il y ait aussi un désintérêt fort pour une nouvelle modalité d'assurance. Donc on monte entre 48 et 60% d'intérêt. Alors pourquoi cet intervalle ? Bon, déjà parce que quand on fait de la science, c'est toujours important de communiquer sur des intervalles. On n'a jamais la vérité avec une valeur unique. Et en plus, ici, ce qu'on montre, c'est que ce pourcentage, il dépend des modalités de contrat. Et c'est là où en fait le diable se cache dans les détails. Il faut toujours interroger sur les modalités précises. Préciser les modalités quand on demande aux agriculteurs si ça va les intéresser ou non. Donc là, on a notamment s'est intéressé à une assurance traditionnelle où quand il y a des pertes, un expert passe dans les vignes pour constater les dégâts, ou une assurance qui serait a priori moins coûteuse, qui se développe beaucoup notamment dans les pays du Sud où l'expertise en assurance elle est moins développée ou plus coûteuse à mettre en place quand il y a des grandes distances, qu'on appelle l'assurance indicielle. Et là, ce qu'on montre, c'est que pour l'instant, les viticulteurs sont assez frileux d'aller vers l'assurance indicielle. Ils reconnaissent l'intérêt d'avoir une indemnisation basée sur les pertes réelles, telles que mesurées par un expert en assurance. Par ailleurs, on s'est intéressé à des modalités assez innovantes qui sont prévues dans le cadre de la politique agricole commune, que sont les fonds mutuels. On voulait savoir dans quelle mesure les viticulteurs seraient prêts à contractualiser de façon obligatoire, parce que collective, un contrat de façon à ce qu'il y ait une mutualisation au sein du contrat d'assurance. Et là, encore une fois, on montre que le dispositif le plus classique est un contrat signé par chaque individu de façon volontaire et préféré par les viticulteurs. C'est une bonne question. Il ne suffit pas de savoir combien d'agriculteurs vont contractualiser ce genre d'assurance. Il faut savoir qui va contractualiser et si ce sont ceux qui traitent aujourd'hui le plus pour qu'au final, on arrive à une réduction substantielle de l'usage des fongicides. Alors peut-être on ne l'a pour l'instant pas explicité, mais en fait il ne s'agit pas ici uniquement d'une assurance, mais il s'agit d'une assurance couplée à l'usage d'un outil d'aide à la décision qui fournit des préconisations de traitement aux viticulteurs pour ne traiter que quand c'est réellement nécessaire, et donc pour cela qui récupère de l'information sur la pression fongique, sur les prévisions météorologiques notamment. Donc c'est un outil qui existe déjà, qui a été développé par l'Institut français de la vigne et du vin. Et donc là, ce qui est proposé, ce pourquoi on mesure l'acceptabilité, c'est un package entre cet outil d'aide à la décision et une assurance qui n'est déclenchée, donc une indemnisation n'est déclenchée que s'il y a des pertes qui sont imputables à l'échec de cet outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que l'outil nous a dit de ne pas traiter, alors qu'en fait, là, il aurait fallu traiter pour limiter les pertes. Donc, ce qu'on montre, c'est que cette assurance, globalement, elle semble intéressante pour la majorité des viticulteurs interrogés. On montre qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine, c'est-à-dire que cette assurance n'est pas particulièrement plébiscitée par ceux qui n'auraient rien à gagner de l'usage de cet outil de la décision, c'est-à-dire par ceux qui auraient déjà réduit, supprimé tout leur traitement préventif. Donc, au final, on montre que en moyenne, on peut espérer une réduction de 45% de l'indice de fréquence des traitements fongicides en France, sachant qui est susceptible d'adopter ce package entre assurance et outils d'aide à la décision, d'après notre enquête, donc, que je rappelle, on a mené auprès de 425 viticulteurs français qui se répartissent sur tous les bassins de production viticole en France. Alors, dans la boîte à outils de l'évaluation des politiques publiques et de la conception aussi de politiques publiques innovantes, on a des choses qui sont largement moins coûteuses et plus rapides à mettre en œuvre, comme la modélisation. D'ailleurs, Pauline est
grande modélisatrice. Donc il faut réfléchir à la valeur ajoutée d'aller embêter des acteurs, notamment des agriculteurs déjà bien occupés par ailleurs, pour répondre à nos enquêtes qui sont souvent proposées sous forme d'expérience, c'est-à-dire que différents agriculteurs vont être soumis à différentes versions de l'enquête et c'est en comparant les réponses à ces différentes versions qu'on va pouvoir évaluer l'intérêt d'une modalité précise du dispositif. Donc l'expérimentation, elle permet quoi? Elle permet déjà de mettre les acteurs autour de la table pour qu'ils se sentent concernés par le sujet et qu'ils voient qu'avant de mettre quelque chose en place, on les consulte. Deuxièmement, l'expérimentation, elle permet de mesurer proprement l'impact causal d'un dispositif. Si on a une modalité A, une modalité B, et qu'on voit que le taux de contractualisation est différent entre ces deux modalités, sachant qu'on a contrôlé le maximum de paramètres dans le cadre expérimental, alors on peut dire que la différence est liée à la modalité. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut montrer que l'assurance indicielle est moins bien perçue par les viticulteurs qu'une assurance plus traditionnelle avec passage d'un expert. Et enfin, l'expérimentation, elle permet de prendre en compte des facteurs humains qu'il n'est pas possible de modéliser. Peut-être un dernier point de vigilance, quand on est sur l'expérimentation, on est toujours sur du cas d'étude. On va expérimenter finalement sur des échantillons assez petits. Et pour ça, c'est vraiment important de reconnaître les limites de nos échantillons et d'envisager aussi un test à plus grande échelle dans d'autres contextes, c'est ce qu'on appelle la réplication. Et pour ça, c'est très utile d'être en réseau avec d'autres chercheurs, notamment qui sont dans d'autres contextes agricoles, pédoclimatiques. À l'échelle européenne, on a une politique agricole qui est commune, mais on a une variété de modèles agricoles et de conditions d'exploitation agricole. Et pour ça, le projet BIA s'insère aussi dans le cadre du réseau européen RECAP que j'ai cofondé, qui s'intéresse à la méthode expérimentale pour évaluer notamment des dispositions de la politique agricole commune, mais plus généralement des politiques agricoles et alimentaires. Donc, très rapidement, en début de projet, on a soumis nos protocoles expérimentaux à nos pairs de ce réseau pour avoir leur feedback et on peut espérer que maintenant qu'on a nos premiers résultats, d'autres se saisissent aussi de ces protocoles qui seront partagés dans le cadre de la politique de sciences ouvertes et puissent tester dans d'autres contextes quelle serait l'appétence de producteurs d'autres pays pour ces mêmes dispositifs. Alors il y a une difficulté qu'on a rencontrée, c'est que là on s'intéresse principalement à des dispositifs qui sont hypothétiques et donc qui sont parfois encore en cours de développement. Notamment sur le projet eau, on a travaillé avec une entreprise qui est en plein développement du dispositif qui est testé et donc c'est parfois un petit peu difficile de présenter clairement ce dispositif puisqu'on ne connaît pas encore les différentes modalités qu'il peut prendre dans la réalité. Donc c'était difficile parfois de projeter les agriculteurs dans un dispositif qui n'existe pas encore et qui est encore en cours de développement, donc qui n'est pas encore dans sa phase terminale, si je puis me permettre. Et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'à la fois, on a besoin des résultats des sciences humaines et sociales pour montrer que oui, ces dispositifs suscitent l'intérêt des producteurs. Et ça permet à ces entreprises ou à ces organismes qui développent ce genre d'outils de la décision ensuite de mettre en avant ces aspects-là pour éventuellement lever d'autres fonds et avancer dans le développement de leurs outils. Et en même temps, pour nous, sciences humaines et sociales, c'est des fois une position assez inconfortable de parler aux producteurs comme si le dispositif était aujourd'hui opérationnel, alors qu'il y a encore plein de défis techniques à lever avant qu'ils soient proposés dans les fermes. Aujourd'hui, ça pose une question assez fondamentale, c'est quelle place pour le numérique au sein des outils qu'on développe et quelles incitations il faut mettre en place en face de ces outils. Alors, pour vous prendre un exemple, sur le cas de l'eau, typiquement avec les compteurs connectés, ça va impliquer du partage de données personnelles, des données d'information sur les consommations d'eau des agriculteurs, des informations sur les types de cultures, etc. pour pouvoir mesurer un petit peu la performance et l'eau nécessaire au maintien de ces cultures. Et donc, ces enjeux autour du numérique et du partage des données sont très importants et sont pourtant parfois nécessaires pour avoir suffisamment d'informations sur l'état de la ressource et sur les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir diminuer nos consommations d'eau, par exemple.
Alors, une autre question qui se pose avec la place que prend le numérique dans la transition agroécologique, c'est la perte de savoir-faire, la perte d'autonomie de décision. Et on a eu aussi beaucoup de retours de producteurs qui nous disent certes, les préconisations de ces outils sont pertinentes, mais moi je veux rester maître à bord. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis installée en tant qu'agriculteur, qui est une profession où on travaille de façon indépendante. Et donc ça, c'est une des critiques aussi, en plus des questions relatives au partage des données. Et on a aussi des critiques par rapport aux aides, aux dispositifs de sécurisation, d'incitation qui accompagnent cette place que prend le numérique. Et on a des producteurs qui nous disent, moi ce que je veux c'est produire de la nourriture, produire du raisin dans le cas de la vigne, c'est pas bénéficier d'aide. Donc il faut aussi qu'on soit précautionneux en tant qu'économiste à bien comprendre que le revenu c'est important, hein, on a besoin de sécuriser les revenus pour essayer de faire face aux grands enjeux du renouvellement générationnel en agriculture, mais voilà, il y a un attachement à la production et la sécurisation via l'assurance par exemple n'est pas suffisante. Oui, j'aimerais parler de la posture d'économiste plombier. C'est un terme qui a été mis en avant par Esther Duflo dans un essai de 2017 où elle dit l'économiste, il a une posture de scientifique qui conçoit des innovations, des nouveaux dispositifs organisationnels. Il a aussi une posture d'ingénieur qui prend en compte l'environnement dans lequel ces dispositifs s'insèreront. Mais il doit aussi avoir une posture de plombier qui s'intéresse aux détails de mise en œuvre de ces politiques. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a fait dans le projet Behave. On a interrogé les producteurs sur leur acceptabilité de ces dispositifs de couplage entre du numérique et de l'incitatif. Mais on a été au-delà en proposant différentes modalités de contrat et en voyant leur réaction face à ces différentes modalités. Donc j'espère que ce type de recherche est stimulant et encouragera des jeunes chercheurs à adopter cette posture de l'économiste plombier en travaillant aussi sur le territoire ligérien. Au revoir. Au revoir.